Bonjour mesdames et messieurs, moi je m'appelle Ressoul Karadja, je travaille à l'université de Paderborn, je suis assistant scientifique. Avant tout, avant de commencer, j'aimerais bien remercier l'Edward Net pour la possibilité de présenter un thème assez important. Et qu'est-ce que je vais faire? Avant tout, je vais parler de deux termes qui sont fréquemment utilisés aujourd'hui. Il s'agit de termes d'identité et de nation. Je vais donner une perspective française à ces deux termes. D'où vient le terme d'identité étymologiquement, historiquement, puis je vais parler du terme de nation. Qu'est-ce que veut signifier la nation française? Ça veut dire quoi la nation? Ce sont les termes sur lesquels je vais parler, je crois, dans les prochaines 30 minutes. Je vais essayer de vous donner une perspective française aux deux notions. Merci pour vous, merci d'écouter cette session et j'espère que vous auriez une perspective à ces deux notions très récurrentes. D'accord. Maintenant, j'aimerais bien vous montrer les pages sur lesquelles oui, d'accord, oui. Alors, la conférence est intitulée de cette façon l'identité nationale et c'est pour cela il y a deux notions. Premièrement, la nation identité, non? Deuxièmement, la notion nation. Alors, je vais parler de la genèse d'identité et également je vais parler de la genèse de nation. En fait, il faut dire que le terme d'identité est utilisé d'une façon très récurrente. On peut parler de l'usage inflationniste, on peut parler d'un mot épidémique et d'un mot à la mode. En fait, dans différentes branches de la science, on parle d'identité, on parle dans la sociologie de l'identité, on parle dans l'économie de l'identité. C'est pour cela qu'il faut tenir en compte qu'il y a toujours un appendice avec lequel on utilise ce terme d'identité. Ça veut dire, on parle d'identité culturelle. Dans les sciences sociales, on parle d'identité culturelle. Dans dans la sociologie, par exemple, on parle d'identité sociale. Du point de vue religieux, on parle d'identité religieuse et du point de vue de la nation, on parle de la perspective d'une collectivité nationale, c'est le terme d'identité nationale. Dans ce contexte, il faut souligner qu'il y a deux niveaux d'identité. L'identité se réfère premièrement à l'individu, non? Moi, en tant que citoyen français, par exemple, j'ai une identité culturelle, je partage l'identité culturelle en France, j'ai une identité nationale en tant que citoyen, en tant que ressortissant de ce pays. Je peux également avoir une identité religieuse, ça dépend de la personne. Et on peut également parler de l'identité au niveau collectif. Cela veut dire qu'il y a un groupe de personnes qui partagent une identité. Par exemple, dans la classe à l'université, il y a 20 étudiants. Dans ce contexte, on peut dire que ces 20 étudiants forment une identité collective parce qu'ils partagent des connaissances, ils partagent des expériences, etc. C'est la raison pour laquelle ils forment une identité collective. En fait, il n'y a pas une définition qui est
appliqué à toutes les branches scientifiques. On peut parler de plusieurs définitions. Ça dépend de la branche scientifique dans laquelle on parle de l'identité. Mais en général, on peut dire que le terme d'identité vient du terme latin, vient du mot latin qui veut signifier mêmeté. Deux choses sont identiques, sont égales. Ce que j'ai constaté dans la plupart des dictionnaires, c'est que le terme d'antonyme est l'altérité. Non, d'un côté, pour se définir, on se démarque d'autres personnes. C'est pour cela l'identité est toujours utilisée avec le terme d'altérité. Non, moi, je m'identifie en me démarquant d'autres personnes. Le Nouveau Littré, un dictionnaire très important en France, donne par exemple cette citation suivante: l'identité permet de différencier une personne d'une autre. De nouveau, ça veut dire on peut pas avoir une identité isolée, une identité qui n'est pas vraiment comparée avec d'autres personnes. C'est la raison pour laquelle le terme d'altérité est l'antonyme d'identité et c'est fréquemment utilisé dans les dictionnaires. La deuxième signification du terme d'identité, c'est l'ipséité. Cela veut dire quoi? L'ipséité, c'est le sentiment d'être soi-même. Non? D'un côté, mêmeté veut dire deux personnes sont identiques ou deux choses sont identiques, on se différencie par les autres. La deuxième signification d'identité, c'est le terme d'ipséité, le sentiment d'être soi-même. Moi-même, j'ai des caractéristiques qui me caractérisent, qui se différencient d'autres personnes et qui forment mon identité. Non, c'est être soi-même. Dans le contexte d'identité, il y a quelques auteurs, quelques scientifiques qui ont fait des recherches dans ce cas-là. Et je dois souligner un personnage très important, un historien très important, allemand, qui s'appelle Jan Assmann, qui a écrit l'œuvre La mémoire culturelle et dans laquelle il indique également le terme d'identité. Moi, je trouve qu'il y a une définition qui est assez pertinente de la perspective des sciences sociales. En fait, je cite: l'identité est une affaire de conscience, c'est-à-dire de réflexivisation d'une image de soi inconsciente. Alors, il évoque le terme image de soi et il aborde le terme de conscience, ça veut dire toutes les personnes, elles ont une identité, mais il faut être conscient de cette image que moi-même je produis vers les autres personnes. Il y a une image de soi inconsciente, non? Mais identité veut dire que moi-même je réfléchis sur cette image inconsciente. Assmann, il partage le terme d'identité en deux catégories. D'un côté, il parle de l'identité de je. En fait, c'est au niveau de je et l'identité de nous, non, au niveau d'une collectivité. L'identité de je veut dire, en fait, l'identité de je, elle est également partagée en sous-catégories. La première sous-catégorie s'appelle identité individuelle. En fait, dans les prochaines minutes, je vais aborder ces termes-là, mais avant tout, j'aimerais bien vous présenter les termes qui sont importants dans le contexte d'identité. Identité individuelle et identité personnelle. Au niveau d'un groupe collectif, il parle
de l'identité collective. En fait, on a trois termes qu'il faut tenir en compte en parlant de l'identité: identité individuelle, identité personnelle et identité collective. Maintenant, c'est quoi l'identité individuelle? Alors, il dit que l'identité individuelle, c'est l'image élaborée et entretenue de chaque personne par sa propre conscience. Cela veut dire c'est l'ensemble des caractéristiques singulières la distinguant d'autres personnes. Alors moi, en tant que citoyen, j'ai un lieu de naissance que je ne peux pas changer. J'ai une origine que je ne peux pas changer. J'ai une couleur de peau que je ne peux pas changer. En fait, j'ai des chevaux que je ne peux pas changer. En fait, ce sont des caractéristiques singulières ce sont des éléments pour dire celui, il est grand, il est petit, il est marrant, il a des yeux marrants, il a une barbe, etc. Ce sont les éléments qui ne sont pas remplaçables, qui sont uniques, mon caractère unique. On peut dire quand il y a 7 milliards de personnes, il y a 7 milliards d'identités individuelles, parce qu'il n'y a pas deux identités individuelles égales. Non, ce n'est pas possible. Chacun est différent. C'est pour cela, quand il y a, par exemple, dans un groupe 200 personnes, il y a 200 identités individuelles, 200 personnes différentes. C'est important. Alors, identité personnelle, c'est quoi? Alors, on a déjà dit qu'il y a deux niveaux d'identité de jeu. D'un côté, l'identité individuelle, qui est l'identité caractéristique d'une personne. De l'autre côté, il y a l'identité personnelle. En fait, c'est quoi? L'identité personnelle, c'est le rôle et la valeur de chaque personne dans la société. Non? En tant que citoyen de la société, vous vivez dans différents contextes et vous avez différentes fonctions. Par exemple, vous avez la fonction d'être étudiant. Cela veut dire que vous avez l'identité personnelle d'un étudiant. Par exemple, vous êtes père, vous êtes mère dans une maison, c'est-à-dire vous avez une différente identité. C'est l'identité d'être mère. Vous avez l'identité d'être, par exemple, travailleur. Vous avez l'identité d'être le voisin. Alors, on a une quantité d'identités personnelles. Il n'y a pas seulement une identité individuelle, comme c'était le cas avant, mais dans le cas d'identité personnelle, il y a plusieurs identités personnelles. L'identité personnelle se développe au cours de la socialisation. Elle est toujours en relation avec la reconnaissance sociale. C'est peut-être votre insertion dans la société, votre intégration dans la société. Si vous êtes membre d'un club de football, par exemple, là, vous avez une identité d'être membre du club de football. Si vous êtes étudiant, vous avez une identité d'un étudiant. Si vous êtes professeur, vous avez l'identité d'un professeur. Là, en fait, on peut dire une personne, ça dépend du contexte dans lequel cette personne vit, mais on peut dire qu'une personne a plus de 10, 20, 30 identités personnelles. Maintenant, on passe au troisième terme, l'identité collective. Je crois que vous pouvez vous imaginer ce que veut dire identité de nous ou identité collective. En fait, c'est une construction sociale. C'est l'auto-image d'un groupe avec laquelle tous les membres du groupe se définissent et s'identifient. Alors, si vous êtes membre d'un club de football, vous avez en tant que groupe une image vers l'extérieur.
tous les membres du groupe se définissent avec cette identité. Alors, pourquoi on dit que l'identité collective est une construction sociale? Parce que tous les membres, en fait, c'est la synthèse d'imagination de tous les membres. Tous les membres, ils ont une identité collective, ils forment une identité collective. Mais la condition est la suivante, l'identité collective se repose sur la participation à un savoir commun et à une mémoire collective. C'est-à-dire qu'il faut partager des moments clés, des moments importants qui augmentent le savoir commun, et qui augmentent la mémoire collective. Parce que, par exemple, il y a 5 personnes dans un groupe et on ne peut pas dire qu'au début, ces 5 personnes forment une identité collective, mais on peut dire que ces 5 personnes forment une identité collective après 3 semaines, 4 semaines, après avoir collaboré durant 3 années, durant 5 années. Dans ce cas-là, on peut parler d'une identité collective parce qu'on a augmenté, en fait, on a ramassé un savoir commun, on a formé un savoir commun, on a formé une mémoire collective. Également, le passé joue un rôle important pour maintenir l'unité et les particularités du groupe parce qu'on fait souvent des références au passé. C'est la raison pour laquelle le passé joue un rôle important. Alors, comment se construit l'identité collective? Il y a 2 types d'usage et de construction de l'identité collective. Premièrement, ou d'un côté, le premier type de construction de l'identité collective s'appelle le type normatif. Alors, le type normatif, il est imposé, commandé, suggéré de l'extérieur. C'est-à-dire, il y a par exemple un chef du groupe qui dit « ce sont les éléments qui forment notre identité collective », c'est-à-dire, ou par exemple, une personne de l'extérieur, il impose ou elle impose cette identité qui est commandée, qui vient de nous. Dans ce cas-là, il y a un danger. Le danger de la manipulation pour des buts idéologiques. Non? Imaginez-vous qu'il y a une personne de l'extérieur ou qui essaie d'imposer une identité pour manipuler, pour atteindre quelques buts idéologiques. En fait, il y a un groupe de scientifiques allemands qui disent que ce type d'identité qui est suggéré de l'extérieur, qui est imposé, que ce type d'identité, ce sont des pseudo-identités, des pseudo-collectifs, ce sont des faux groupes. Par exemple, la nation. Alors, le groupe de scientifiques allemands, il dit que l'identité qui est imposée, qui est commandée, n'existe pas vraiment, comme la nation. Pourquoi? Parce que la nation, en fait, la nation française, par exemple, elle se compose de presque 60 millions de citoyens. Et dans ce cas-là, il est impossible de définir quelques éléments avec lesquels tous les citoyens peuvent s'identifier, avec lesquels tous les citoyens peuvent être d'accord. Alors, il est presque impossible de trouver des éléments avec lesquels tous les Français s'identifient. C'est pour cela Jürgen Straub, c'est un scientifique allemand, qui dit que les vrais groupes, les vraies identités collectives, elles existent parmi des petits groupes. Par exemple, la famille, c'est un petit groupe. Un cercle d'amis, c'est un petit groupe.
ou une équipe de travail, c'est un petit groupe. Dans ce contexte, il parle de vrais groupes, de vraies identités collectives. Non. Jan Assmann, il définit l'identité collective de cette façon, je cite, une métaphore, une grandeur imaginaire, une construction sociale, mais à ce titre, il appartient pleinement à la réalité. Non, là, de nouveau, vous pouvez voir l'imagination de former une identité collective, une construction sociale, parce que tous les membres forment ce sentiment de former un groupe. Mais il appartient pleinement à la réalité. Non, ça fait partie de notre réalité. Le deuxième type, non, le premier type, c'était imposé, suggéré. Le deuxième type, il est formé par chaque individu. Non, chaque individu, par exemple, d'un cercle d'amis, chacun dit c'est notre identité. Alors, on se rassemble, en fait, c'est seulement pour que vous puissiez le comprendre. Tous les cercles d'amis se rassemblent autour d'une table, par exemple, et ils ont d'accord avec tous les éléments. Ils parlent, ils ont la possibilité d'en parler, mais dans la nation dans laquelle vivent 60 millions de personnes, il est impossible de se rassembler, de se retrouver autour d'une table. Le type reconstructif, il est formé par chaque individu et on contribue comme membre de ce groupe ses propres expériences et il est construit, le deuxième type, reconstructif de l'intérieur vers l'extérieur. Non? C'est-à-dire, il n'y a pas une personne de l'extérieur qui dit « nous formons cette identité, nous avons cette identité ». Non, ce n'est pas le cas. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est une construction plutôt ouverte, non? Et on n'a pas vraiment le danger de manipulation pour des buts idéologiques. Jan Assmann, il dit finalement, l'identité collective, c'est l'image de soi qu'un groupe élabore et à laquelle s'identifient ses membres. C'est important. Tous les membres doivent s'identifier avec cette identité collective. Il continue, l'identité collective requiert l'identification des individus concernés. Elle n'existe pas en soi, mais seulement dans la mesure où des individus s'en réclament. Alors, maintenant, j'entre dans des détails. Premièrement, l'identité collective, c'est une image de soi. Non? Chaque nation, chaque groupe, chaque cercle d'amis produit une image de soi vers l'extérieur. Deuxièmement, les membres doivent s'identifier avec cette image de soi. Troisièmement, l'identité collective requiert l'identification des individus. C'est-à-dire, moi, je dois être content avec ces valeurs, avec ces éléments. Elle n'existe pas en soi, mais seulement dans la mesure où des individus s'en réclament. Quatrièmement, c'est-à-dire, les individus doivent revendiquer, doivent exiger cette identité collective. Si ce n'est pas le cas, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment une identité collective. Autrement, cela veut dire pour que l'identité collective se fortifie, pour que l'identité collective s'établit, on a besoin des membres. C'est-à-dire, les membres doivent s'identifier explicitement, parce que sinon, cela ne fonctionne pas. L'identité collective fonctionne seulement avec l'identification des membres.
des membres doivent prendre conscience de leur image de soi. Alors, pour résumer, l'identité est un phénomène social. Non, parce que c'est dans la société que l'identité naît. L'identité peut se référer à toute une collectivité, identité d'un groupe, ou seulement à une personne. Par exemple, vous pouvez également avoir une identité individuelle, c'est-à-dire vous avez des caractéristiques singulières et vous pouvez également avoir une identité personnelle, c'est-à-dire une identité qui dépend de votre culture, de votre environnement, c'est-à-dire l'identité de rôle, l'identité personnelle. C'est un processus de développement tout au long de la vie. Non, l'identité change tout le temps. Ce terme est basé sur la conscience. Je viens au résumé. Alors, l'identité est un phénomène social parce que l'identité se construit dans la société. Elle peut se référer à toute une collectivité, non? Des groupes peuvent former une identité, des cercles d'amis peuvent former une identité, des classes peuvent former une identité. Elle peut se référer à toute une collectivité ou seulement à une personne. Vous pouvez avoir vous avez une identité individuelle, ce qui vous différencie d'autres personnes. J'ai dit qu'il y a 7 milliards d'identités individuelles parce que chacun est différent, mais vous pouvez également avoir une identité personnelle qui dépend de votre culture, de votre environnement, parce que vous vivez dans différents contextes. Non? C'est un processus de développement tout au long de la vie. L'identité change. Il n'y a pas une identité qui est fixe. Vous pouvez avoir une identité différente selon votre âge, selon votre développement dans la vie. Vous pouvez avoir de nouvelles pensées. Ce terme est basé sur la conscience et la réflexion de son auto-image. Deux termes importants. La conscience, vous êtes censé prendre conscience de votre identité et de la réflexion de votre auto-image. Il faut être conscient de son auto-image. Et cela est possible à travers la communication et à travers l'interaction avec d'autres personnes dans le monde. Et dernièrement, l'identité, c'est l'image que quelqu'un fait de soi-même, la manière dont on se considère, se présente et se représente. D'accord. J'espère qu'on peut finir ici. J'espère que vous avez pu suivre la définition du terme d'identité d'une perspective des sciences sociales, non? Parce qu'on a dit que l'identité est toujours une affaire de la société. C'est pour cela j'aimerais bien finir ici. Je dirais qu'il faut continuer. En fait, j'avais dit au début que je vais parler du terme identité nationale. Dans cette vidéo, j'ai abordé le terme d'identité. Dans la prochaine vidéo, je vais parler du terme de la nation, mais de la perspective française. C'est quoi la nation? Comment est-ce qu'on définit la nation? Comment est-ce que les Français définissent leur nation? Oui, c'était tout de ma part.
Alors, pour conclure et pour répéter de nouveau, je remercie l'EdouardNet pour la possibilité de vous présenter un terme récurrent, un terme actuel, parce que le terme d'identité est toujours relié avec une crise d'identité. Et je crois qu'il faut en parler. Alors, je vous remercie. À la prochaine.